direct. Bonjour, vous êtes en duplex depuis nos plateaux parisiens. Merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Alors, vous êt historien spécialiste de l'Europe centrale au XXe siècle et vous êtes professeur à l'Université de Paris 3. Que représente la figure de l'intellectuel engagé à l'époque de Stefan Zweig en Autriche? Bonjour à toutes et à tous. Déjà, dans le cas de Stefan Zweig, on peut dire qu'il traverse vraiment en tant qu'intellectuel la fin d'un empire, comment dire, multiethnique, dans lequel effectivement il est plutôt dans les milieux libéraux. Il va commencer sa carrière de jeune intellectuel à ce moment-là, puis arrive, comment dire, le fracassement de la Première Guerre mondiale. Il sera partisan de la paix. Il va vraiment même si évidemment il entrera dans le conflit, et puis toute son évolution, en tout cas jusqu'au moins la période ensuite de l'exil, où il va quitter d'abord l'Autriche puis l'Europe, ensuite il sera engagé en tant que vraiment intellectuel pro-européen et surtout partisan de la paix. Et on peut dire que c'est vraiment une figure emblématique au travers de différentes périodes historiques qu'il a traversées en si peu de temps, puisqu'on a quand même un empire, l'Empire d'Autriche-Hongrie, oui, la guerre de 14-18, etc. Elle était très féconde, cette période, pour les Juifs. C'est une période effectivement féconde sur le plan culturel, de la peinture, de la musique, des intellectuels, des écrivains, des penseurs. Bon, on peut citer notamment dans les relations de Stefan Zweig, il y avait Sigmund Freud, puis tout un tas d'auteurs extrêmement connus issus de cette période austro-hongroise, et qui vont, au fur et à mesure des vicissitudes de l'histoire, continuer de perpétuer cette mémoire dans leurs écrits. On parle aussi de Sigmund Freud, d'Arthur Schnitzler, de Romain Rolland, de Richard Strauss, donc Stefan Zweig. Comment se fait-il que tous ces intellectuels étaient réunis à Vienne? Eh ben, ça, c'est la nature même, très certainement, de l'Empire, de ce vieil empire centre-européen, donc austro-hongrois à partir de 1867, et puis bien avant, Vienne était vraiment la capitale de l'Empire d'Autriche, puis vraiment le centre même de ce qu'on a appelé la Mitteleuropa, qui a effectivement, par pas mal de, comment dire, de politiques, certes dans un empire, mais quand même ouvert, libéral, permis justement l'épanouissement des arts, de la littérature, etc. Et c'est la caractéristique, selon moi, multiculturelle, multiethnique, multireligieuse, la grande variété de cet empire qui fait que précisément il a représenté, à un moment donné, je pense aussi à Elias Canetti par exemple, il a représenté vraiment à un moment donné un centre culturel qui gravitait à Vienne. Peut-être très cosmopolite, mais en tous les cas, en janvier 1933, les nazis ont pris le pouvoir en Allemagne. À partir de 1934, commence en Autriche la période de l'austrofascisme, avec un régime autoritaire comparable finalement au fascisme italien. Est-ce que les juifs autrichiens, dont Stefan Zweig, ont tout de suite compris ce qui se passait? On savait quand même à cette époque-là, dans pas mal de milieux quand même, que Hitler, malheureusement, si je puis dire, avait tout annoncé dans son ouvrage Mein Kampf, qu'il avait écrit dans sa période de descension, après la tentative du putsch de 1923. Donc c'est vraiment déjà pas mal avant cette période des années 30. Et ce livre, hélas, a été un best-seller. Et dans cet ouvrage, hélas, effectivement, était annoncé déjà tout le programme, la guerre à l'Est, bien sûr l'antisémitisme, et toutes ces choses-là. Donc on ne peut pas dire vraiment, on ne peut pas dire qu'on pouvait ignorer ce qui s'est produit. Et à partir de la crise de 29, c'est l'effondrement général en Europe et les réflexes toujours propres aux crises, c'est-à-dire la radicalisation de la plupart des pays d'Europe centrale et orientale. L'Autriche n'y échappe pas et il faut bien reconnaître, et vous l'avez très bien dit, qu'en effet le fascisme italien qui se met en place dans les années 20 avec Mussolini va avoir une très grosse influence et on le sait bien que Hitler va largement s'en inspirer quand il va construire le régime nazi lui-même. Et quant à l'austrofascisme, effectivement, on peut très bien comprendre, moi ça ne m'étonne absolument pas, que des personnes comme
comme Stefan Zweig, ait parfaitement pressenti que, en effet, de la répression et voir toutes les horreurs qu'il y a pu y avoir ensuite allaient se mettre en place. Tout ça allait arriver. Les premiers camps se sont mis en place dès le tout début du régime nazi. Oui, absolument. Donc, on le savait. Alors justement, le 18 février 1934, la police va effectuer une perquisition dans la maison de Stefan Zweig à Salzbourg, suite à l'insurrection ouvrière viennoise. Stefan Zweig est soupçonné de collusion avec l'opposition sociale démocrate. C'est à ce moment-là qu'il décide de quitter le pays et de s'installer en Angleterre. Mais en fait, il va craindre l'extension du conflit et il va quitter définitivement l'Europe. Il va commencer une vie de nomade. Alors voilà, ça c'est le réflexe. On sait, par exemple, on évoquait tout à l'heure Sigmund Freud, que Freud effectivement va partir pour Londres, c'est bien connu. D'autres partiront, Albert Einstein, simple exemple, là aussi. Et puis, effectivement, Zweig va choisir de quitter l'Europe, comme le fera Einstein aussi, puis partir pour les États-Unis, on le sait bien. Et la plupart, effectivement, alors cette idée du Brésil, c'est vrai que c'est l'idée aussi, je pense, du nouveau monde, de se dire que tel qu'on pouvait le percevoir, en tout cas à cette époque-là, que on va quitter cette vieille Europe qui, hélas, c'est vrai qu'après 1914, c'est quelque chose qui est brisé à jamais. Oui, parce que justement, cette première partie de son séjour au Brésil, il est accueilli de manière honorifique. Pourquoi avoir choisi cette destination? Pour lui, est-ce que finalement c'est un modèle de cohabitation heureuse et pacifique entre les peuples? C'est tout à fait envisageable parce que le Brésil, et même encore jusqu'à une période récente, je veux dire, en dehors des développements politiques actuels, c'est un pays multiethnique. On le sait bien, avec des peuples extrêmement mélangés et quelque chose, une diversité, un cosmopolitisme aussi, une diversité culturelle importante. Donc quelque part, j'imagine bien volontiers que, en effet, cette destination-là soit représentée vraiment quelque chose de très symbolique. D'autant plus qu'en plus c'est l'unique dans l'Amérique latine, ne l'oublions pas, c'est l'unique pays immense par-dessus le marché, pays qui soit dans la sphère portugaise. Donc c'est également intéressant, alors que dans les autres, nous sommes dans l'univers latin. Merci beaucoup Olivier Burette de votre intervention sur i24 News.